Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un driver pour scorer 80? Plus loin, plus droit, plus facilement. Mais si je reviens par-dessus avec un énorme coup d'épaule, nouvelle technologie ou pas nouvelle technologie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment scorer 90 sans changer de swing. Et aujourd'hui, on va parler d'un club qui peut rendre fou, d'un club qui nous passionne, d'un club qui nous fascine. On va parler du driver. Et on va surtout essayer de répondre à une question que tout le monde se pose. Quelle est la meilleure stratégie à adopter pour utiliser ce driver à bon escient et pour faire en sorte qu'il nous permette d'atteindre encore plus rapidement notre objectif de 90. Je vais vous raconter une scène qui va peut-être vous rappeler quelque chose. Je suis au départ d'un trou, je prends mon driver, j'envoie et là, un magnifique gauche-droite, sauf qu'il y a un hors limit à droite et que tout de suite, ça fait 2 points. La première pensée qui me vient à l'esprit, pas la deuxième, la première, c'est « j'en étais sûr ». Mais si t'en étais sûr, pourquoi t'as pris ton driver? Vous voyez, je vous avais dit que ça vous rappellerait quelque chose. À force de vivre ce genre de scène, je me suis demandé ce qui pouvait bien nous fasciner autant dans ce club. Je pense qu'il y a 3 raisons, mais si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La première raison, c'est qu'on regarde des tournois. Et dans ces tournois, on voit des Bryson DeChambeau, des McIlroy, des Nelly Korda, qui ont l'air hyper facile pour envoyer des missiles à des centaines de yards et on se dit pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? C'est assez simple. C'est des gens qui en général ont commencé le golf quasiment en même temps qu'ils apprenaient à marcher. C'est des gens qui sont plutôt un peu hyper doués et qui s'entraînent depuis des années, tous les jours, plusieurs heures par jour, aussi bien techniquement, stratégiquement, mentalement, physiquement. Ils font de la nutrition, ils ont des coachs pour à peu près tout. Et en plus, ils bénéficient de toutes les dernières avancées technologiques en termes de matériel. Alors évidemment, nous qui courons après de 90, on n'est pas tout à fait dans la même configuration. Mais il n'empêche que quand on regarde ces stars à la télé, ça fait envie. La deuxième raison, c'est quand même le marketing des marques. Moi, je me suis amusé à faire un petit peu le tour. C'est vrai que tous les fabricants de drivers, qu'est-ce qu'ils vous promettent? De taper plus loin, plus droit, plus facilement. C'est pas complètement faux. Vous voyez, moi, par exemple, mon driver, c'est un TaylorMade R7 quad qui doit avoir 25 ans. C'est sûr que si demain je me prends un driver dernière technologie, évidemment que je vais gagner probablement 20 mètres. Mais si je reviens par-dessus avec un énorme coup d'épaule, nouvelle technologie ou pas nouvelle technologie, je ferai une grosse banane à droite. Mais là encore, on nous vend du rêve et nous, on adore qu'on nous vende du rêve. Et puis la troisième raison, alors celle-là, je ne sais pas trop comment la définir. On va la définir sous une étiquette psychologie. C'est un mélange d'ego parce que on a toutes et tous envie d'être la personne qui va taper le plus loin possible avec son driver. Mais c'est aussi probablement une question d'hormones, hein, parce que quand tout d'un coup le driver il passe bien et que on voit une superbe balle partir exactement où on avait décidé qu'elle devait partir et atterrir exactement là où on avait décidé qu'elle devait atterrir, forcément la dopamine, ça y va à fond et on va évidemment par la suite passer notre vie à courir après ce genre de résultat. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un driver pour scorer 90? Franchement non. Pour scorer 90, ce dont on a besoin, c'est ce que j'appelle un club de confiance qui va nous permettre d'envoyer une balle à 140, 150 mètres. C'est de ça dont on a besoin. Pour autant, est-ce qu'il faut s'interdire le driver? Sûrement pas. Déjà parce que le club de confiance peut être le driver. En revanche, avec le driver, il y a un petit souci. Une erreur avec le driver, ça coûte tout de suite très cher. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un putt de 4 mètres. Je le rate de 30 centimètres sur la droite. J'ai fait une erreur. Forcément, j'ai fait une erreur soit d'orientation de la face de club, soit d'alignement, soit de lecture de la pente, soit de lecture de vitesse du green. J'ai fait une erreur, mais cette erreur, elle me coûte un point. Et surtout, le coup d'après va être un coup mentalement très facile. J'ai juste à faire ce qu'on appelle un tap-in, à pousser la balle dans le trou. En revanche, avec le driver, si je lâche ma balle et que ma balle finit hors limite, dans les bois ou dans un rough quasi introuvable, déjà ça me coûte 2 points. Et surtout, derrière, j'ai toujours le même problème à régler. Il faut que je mette ma balle en jeu. Remettre une balle
avec la charge mentale du « ah là là, c'est quasiment le double, le triple ou le quadruple bogey assuré », c'est évidemment pas super facile. Donc est-ce qu'il faut s'interdire le driver? Non. Mais par contre, ce qui paraît absolument primordial, c'est d'avoir une stratégie qui fasse que quand on va utiliser ce driver, on va l'utiliser pour atteindre notre objectif de 90 et pas pour qu'il desserve notre objectif de 90. Alors moi, j'ai une petite technique que je vais partager avec vous. J'appelle ça le permissive driving. Oui, j'aime bien les mots qui se la pètent un petit peu comme ça, mais en gros, à chaque fois que je vais taper mon driver, je vais m'autoriser à taper ce driver à 2 conditions. La première, c'est que si je le rate, ça n'ait pas de conséquences majeures sur ma carte de score. Moi, typiquement, j'ai plutôt tendance à lâcher des balles à droite. Quand je lâche mon driver, ça fait un énorme gauche-droite. Donc si j'ai de la place pour m'aligner à gauche, je vais penser à taper driver, même s'il y a un obstacle à droite, c'est pas grave, je me laisse la marge pour faire mon slice au cas où je rate mon coup. Et si en revanche, il y a danger, si je peux pas gérer mon erreur potentielle, à ce moment-là, je laisse le driver dans le sac et je prends mon club de confiance. Et puis la deuxième condition, c'est qu'il faut que ça m'apporte quelque chose de prendre le driver. Je suis sur un par 4 de 400 mètres. Bon, moi je drive à peu près, on va dire, à 200 mètres. Je sais bien que si je prends mon drive, même si je fais un super coup, il me restera un coup d'approche au green de 200 mètres. Donc dans tous les cas, je vais faire 3 coups pour arriver au green. Prendre le driver, a priori, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais si je suis sur un par 4 de 300 mètres, si je fais un bon départ, ça me fait un coup de 200 mètres, il me reste un coup de 100 mètres pour approcher le green, là ça vaut le coup. Et avec 2 putts, je fais le par. Et c'est toujours intéressant d'avoir un petit par dans sa musette pour scorer 90. Si vous aussi vous avez envie d'appliquer cette stratégie, si vous avez envie d'éviter les explosions de triple et de quadruple bogey parce que tout d'un coup au départ on a lâché son driver à gauche ou à droite. Essayez cette stratégie, elle est super simple à appliquer sur le parcours, vous avez juste à choisir vos propres conditions. Et soit dit en passant, une des conditions, ça peut être juste d'avoir envie de se faire plaisir en tapant son driver. Bonne partie.